Les taux d'intérêt sur beaucoup d'ailleurs de dettes souveraines, qui sont dans pas mal de pays au plus haut depuis, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, comme aurait dit des proches, au plus haut depuis la crise financière de 2008. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous avez écrit un grand papier là-dessus, mais il y a 3 chiffres qui me sont restés. C'est 3, 4, 5%. 3%, c'est le taux à 10 ans en Allemagne. 4%, un petit peu moins, c'est le taux à 10 ans en France. Et 5%, pire encore, le taux à 10 ans au Royaume-Uni. Ça flambe en lien, évidemment, avec la guerre en Iran. Pourquoi ? Parce que les investisseurs s'inquiètent de l'inflation, je dirais même s'inquiètent enfin de l'inflation. Cette guerre a commencé il y a maintenant 3 semaines pratiquement. Et jusqu'à présent, il y avait eu des mouvements non négligeables, mais qui avaient été relativement limités. Alors les actions avaient pris, les obligations n'avaient pas bougé. Et puis là, les obligations ont pris, donc les investisseurs ont vendu leurs obligations, et donc mécaniquement, quand on vend les obligations, ça fait monter les taux d'intérêt de ces obligations, des taux d'intérêt à long terme. Sensiblement, parce qu'avant la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, on était à 3,20, 3,30 sur le 10 ans français. Un peu en dessous de 4, ça fait 70 points de base au moins. En 3 semaines, c'est beaucoup. Hein. Oui. C'est pas un crack obligataire, mais ça fait une vraie secousse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Des investisseurs ont commencé d'un côté à se dire il va vraiment y avoir de l'inflation. Surtout, il y a eu quelque chose qui s'est passé au moment où Donald Trump a annoncé, vous savez, le bombardement des installations électriques iraniennes. Les investisseurs se sont dit, là, ça va durer plus longtemps. Les Iraniens vont répliquer sur les installations saoudiennes, qataries, koweïtis, que ne sais-je. Et donc, à ce moment-là, ils se sont inquiétés beaucoup plus du fait d'une guerre qui dure longtemps, d'une guerre qui se prolonge. Donc, il y a eu ça, d'un côté. Et puis... Ce qui n'était pas leur conjecture en début de conflit. En début de conflit, généralement, quand une guerre commence, on dit que ça va être plié très vite. Vous vous souvenez, quand Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, il pensait qu'il serait à Kiev en 3 jours. Et si vous regardez la guerre de 14-18, il y a un siècle, les Français et les Allemands étaient persuadés que tout ça serait plié en 3 mois. Donc quand on se lance dans une guerre, on pense toujours qu'on va en sortir très très vite. Et l'expérience prouve que la plupart du temps, ça dure même plus longtemps qu'on ne le pensait. Donc là, les investisseurs ont pris la mesure de ce risque. Et ils ont pris la mesure de ce risque d'autant plus qu'il y a eu les banques centrales. Les banques centrales interviennent avec des calendriers différents, mais la semaine dernière, c'était synchronisé. On a eu à la fois la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis. Et toutes les 3 ont diffusé le même message. Il va falloir... On va être très vigilant, on va faire attention. Et jusqu'à présent, les investisseurs anticipaient des baisses de taux d'intérêt à court terme dans ces pays. Et là, brusquement, ils se sont rendus compte que ça allait peut-être pas venir si vite que prévu. Moi, je pense que les banques centrales n'avaient pas d'autre choix que d'avoir que de changer de langage. Jusqu'à présent, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, disait « Nous sommes in a good place ». En bonne position. On est en bonne position, on est au bon endroit. Là, ça devenait difficile de répéter ce message, alors que le prix du pétrole et du gaz a flambé, ainsi que ceux du soufre, ceux des engrais, etc. Donc, les banques centrales n'avaient pas d'autre choix que de changer de message. Mais ce changement de message, qui pouvait être anticipé, a malgré tout accentué l'inquiétude des investisseurs qui avaient déjà été gonflés par les déclarations de Trump. Donc on a eu un petit phénomène d'emballement fin de semaine dernière et surtout hier lundi. Et donc on a eu... Tous les pays sont visés, encore une fois, on parle, parce qu'on va dire, oui, il parle de la France, quasiment 4% sur le 10 ans, c'est pas seulement la France. Non, c'est pas seulement la France, vous l'avez dit, c'est l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Italie aussi. L'Italie, il y avait beaucoup de gens qui se disaient, voilà, l'Italie, vous vous souvenez de la petite musique sur le miracle italien, l'Italie avait retrouvé la voie de la croissance, maîtrisé sa dette publique, etc. Et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui sont mis à parier là-dessus avec leur argent et en se disant que du coup les taux d'intérêt italiens allaient baisser sensiblement et donc ils ont été pris à revers et donc le mouvement a été particulièrement violent aussi en Italie. Donc ça a été vrai dans toute l'Europe, un peu moins aux États-Unis. Il faut regarder aussi, suivre. Il y a des pays où
la situation des taux d'intérêt est tendue, hein, parce que les États sont très très endettés. Je pense évidemment aussi au Japon, où la dette publique dépasse 2 années de PIB, presque 2 années de PIB. Après, Jean-Marc, c'est normal que les investisseurs craignent un petit peu ce retour de l'inflation, parce qu'en 2022, on nous a dit que c'est temporaire, on s'est pris entre 6 et 10% d'inflation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent? Est-ce qu'on peut retrouver ce qui justifierait des taux d'intérêt plus élevés, des banques centrales qui fassent quelque chose, même si c'est un choc d'offres? Est-ce que ce n'est pas dû à la demande que les prix s'emballent? Il y a 2 grosses différences, hein, si on regarde par rapport à ce qui s'est passé en 2022 et 1974. Hein. On a 1974 et 2022, donc un demi-siècle d'écart pratiquement. On a eu la même chose, c'est-à-dire une forte poussée des prix de l'énergie qui a débouché sur une inflation durable et une croissance ralentie. Il y avait 2 conditions qui étaient réunies à ce moment-là et qui ne sont absolument pas réunies en ce moment. La première, c'est qu'on avait un marché du travail très tendu. 1974, vous vous souvenez, évidemment, on était après 30 ans de croissance très très forte, les marchés du travail étaient très tendus, le chômage n'existait pas, on découvrait à peine qu'il pouvait y avoir des problèmes d'emploi. Et donc, quand les prix du pétrole ont flambé, les salariés sont allés voir leurs employeurs et ont dit il faut absolument que vous suiviez, et les employeurs ont suivi. Et donc l'augmentation des prix des matières premières, parce qu'il n'y a pas eu que le pétrole, a enclenché une augmentation des salaires qui a ensuite pesé sur l'ensemble des prix. Et donc on a une boucle auto-alimentée. C'est ce qui s'est passé en 1974. Mais souvenez-vous, 2022, on sortait du Covid, on sortait d'une période où on avait des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement qui avaient été très compliquées. Donc on a eu un choc d'offres avec la flambée des prix du gaz et du pétrole, mais on a aussi eu une demande qui était très forte parce qu'on était en sortie de Covid. Et donc c'est la demande qui a tiré les prix. Et les banques centrales ont augmenté la BCE, vous le voyez tout à fait clairement. Et la BCE relève ses taux d'intérêt en 2022 quand elle sent qu'il n'y a pas seulement l'offre, mais il y a aussi l'effet demande. Là, l'effet demande, il n'y est pas. La demande, elle est au ralenti. La croissance est 2 fois moins forte que ce qu'elle était en 2022, la croissance mondiale. Donc non, on ne retournera pas à 6 ou 10% d'inflation. Normalement, enfin, la situation qui nous avait amené vers 6 ou 10% d'inflation, en 1974 comme en 2022, est très différente de celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais évidemment, les investisseurs ne peuvent pas ne pas s'inquiéter. Est-ce qu'on est en zone rouge aujourd'hui, au niveau des taux d'intérêt sur la France, l'Italie, l'Angleterre, même les États-Unis, ils sont quasiment à 4,50 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Est-ce que c'est une alerte, on la prend au sérieux, ou est-ce que ça va se redégonfler, ou est-ce que... Les deux, mon général. C'est un coup de chaud, c'est ce que vous disiez au début. Moi, je pense vraiment qu'on a eu un coup de chaud sur les taux et que ce coup de chaud, normalement, ne devrait pas durer, sauf, évidemment, si on a une aggravation du conflit qui emmène le baril de pétrole à 150, voire $200 le baril. Là, il faudra évidemment... Il se passe quoi, d'ailleurs? Il faudra évidemment qu'on Si le baril va à $200, il se passe quoi sur l'inflation? Encore une fois, ça dépend si c'est $200 juste 15 jours, comme ce qui s'était passé en 2008. Enfin, on était pratiquement à $150 en 2008. Si c'est 15 jours ou si c'est 6 mois, on a une... Voilà, donc on retombe sur ces interrogations-là et pour l'instant, totalement impossible de répondre. Mais sauf si on a donc un baril qui flambe avec des destructions massives d'installations en Arabie Saoudite, par exemple, je ne crois pas, moi, à une flambée durable d'inflation. Donc, c'est un coup de chaud, c'est une alerte. Mais l'alerte, sur les taux, souvent. Mais sur les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt à long terme, ils impactent évidemment les personnes qui sont le plus endettées avec des produits qui portent des taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire les États. Et il y a des États qui sont très endettés et on voit bien que, en particulier, je citais tout à l'heure le Japon, mais il y a aussi la France, le Royaume-Uni, sont des pays qui sont très endettés. La France, cette année, on va verser l'État français va 70 milliards. Plus de 70 milliards d'intérêts cette année. En 2021, on était à 32 milliards. Hein, donc ça fait 40 milliards de moins, ou 40 milliards de plus à sortir, qui ne vont pas dans la transition énergétique, qui ne vont pas dans les dépenses militaires, qui ne vont pas dans les hôpitaux, qui ne vont pas dans les écoles. Donc c'est tout à fait massif. Hein. Un point de taux d'intérêt de plus, hein, si on a un rehaussement des taux d'intérêt de 1 point, ça fait 3 milliards de moins l'année suivante.
suivant, 3 milliards de plus d'intérêts à sortir. Et puis après, c'est un effet boule de neige. Et ensuite, on a un effet boule de neige. Au bout de 5 ans, ça fait 20 milliards de moins disponibles pour l'État. 20 milliards de plus à verser aux créanciers. Donc, c'est surtout ça. C'est une alerte parce que normalement, franchement, les taux devraient se calmer, mais c'est une alerte dont il faut absolument que les États les plus endettés tiennent compte parce qu'on est sur des marchés qui sont... Vous visez quelqu'un en particulier? Je répète, la France, le Royaume-Uni, le Japon, et puis aussi, derrière, il ne faut pas non plus oublier les États-Unis, évidemment. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.